Non, non, moi, non, non, c'est pas le problème de se montrer, pas se montrer, c'est un problème de connexion, Ok, de pas de souci. bande passante pas très D'accord. importante. Ok, pas de Donc souci. la vidéo, ça mange pas mal de bande passante, Exactement. mine de Non, rien. bande cassante. Cassante aussi, ouais. Alors, je voulais vous faire une brève petite présentation par rapport à cette école Chittamatra, juste pour reparler de choses essentielles. Voyons voir. Voilà, le Chittamatra, c'est l'esprit seul. Ok, donc vous l'avez certainement constaté, quand en anglais on parle de Chittamatra, mais pas de H, parce qu'il y a une convention anglophone qui dit que pour retranscrire le sanskrit, pour le Cha, on l'écrit juste C. Donc on a tendance à dire Chittamatra, etc., etc. Donc c'est pour ça que voilà, c'est juste un petit détail de prononciation, c'est avec un H, comme ça on est sûr qu'on dit Chitta. Chittam en sanskrit, ça veut dire esprit, ouais. Et Matra, ça veut dire uniquement ou seulement, ouais. Donc esprit seul. Ok, parfait. Alors, voilà. Donc, ça fait partie des écoles philosophiques, ouais, Siddhanta en sanskrit. Donc, les écoles philosophiques, comme vous le savez, il y en a quatre. Là, on est en train de les passer en revue avec les deux vérités, justement. Et donc, il y a le Vaibhashika, le Sautrantika, le Chittamatra et le Madhyamaka, ouais. Mhm. Donc, les deux premières sont des écoles du véhicule fondamental ou des véhicules de libération individuelle, parce que elles n'acceptent principalement que le non-soi personnel. Donc c'est ça qui fait la différence entre les écoles du véhicule fondamental et les écoles marianistes. C'est que les écoles marianistes, elles acceptent en plus le non-soi des phénomènes. Ouais. Mhm. C'est pas une question d'attitude ou de motivation. C'est pas est-ce qu'on veut obtenir la libération individuelle ou est-ce qu'on veut obtenir l'éveil. Ça, ça fait partie des voies. Quand on est un pratiquant du véhicule fondamental, c'est qu'on veut obtenir la libération individuelle. Quand on est un pratiquant du Mahayana, on veut obtenir l'éveil omniscient pour le bien de tous les êtres. Ouais. Mais Ouais. quand on a un point de vue d'une école ou d'une autre, c'est pas l'attitude, c'est pas la motivation qui compte, c'est est-ce qu'on accepte le non-soi des phénomènes ou pas. Ouais, Ouais. ça vous parle? Oui, Oh, oui. bravo, magnifique. Donc le Chittamatra s'appuie sur le troisième cycle du Dharma, ouais, le cycle de l'excellente discrimination, dans lequel le Bouddha essaie de faire la part des choses, quels sont les phénomènes qui existent véritablement et lesquels n'existent pas véritablement. Et justement, dans la suite du texte, Keshe Dreyfus va en parler. Il en parlera. Très bien. Donc, les Chittamatrins réfutent les objets externes, que vous l'avez compris déjà. Ouais. Donc, chez les Sautrantika, quand on apprend les Sautrantika, et ça va être valable pour beaucoup d'écoles, c'est que vous avez l'atomate ici qui engendre un aspect dans la conscience de l'observateur. Ouais. Et donc, comme ça engendre un aspect, c'est nécessairement une cause. Et si c'est une cause, ça doit exister avant son effet, ouais. Mhm. Eh bien, il n'y a que chez les Vaibhashika où il y a certaines distinctions, où ils sont prêts à accepter une simultanéité de la cause et de l'effet. Mais chez l'immense majorité des écoles bouddhistes, une cause doit nécessairement préexister à son effet. Ouais. Mhm. Très bien. Donc ça, c'est les Sautrantika. Chez les Sautrantika, la tomate est un objet externe, puisqu'elle est la cause de la conscience qui l'appréhende. Il y a une relation causale. Ouais, la tomate est la condition objectale, c'est comme ça qu'on va l'appeler, à Lambana Pratyaya, c'est la condition objectale, c'est l'objet tout simplement, Mhm. de la conscience visuelle qui l'appréhende. Et donc la tomate et la conscience visuelle étant causales et donc séquentielles, elles ne peuvent pas être une même entité. Ouais. Donc une même entité, comme vous le savez, être une même entité, ça veut dire que ça doit apparaître à une perception directe et ça n'apparaît pas séparément. Ouais. Alors que quand la tomate apparaît à une perception directe, là, son effet, la conscience visuelle n'existe pas encore. Ouais. Et quand son effet existe, la conscience visuelle, la tomate qui aura été la cause de cette conscience visuelle aura cessé d'exister. Vous êtes d'accord? Ouais. Et après, elle continue à exister dans la conscience visuelle sous le signe de l'aspect, enfin sous la forme de l'aspect, c'est ça? Exactement. On va dire que D'accord. c'est pas vraiment la tomate qui va être sous forme d'aspect, mais c'est l'aspect projeté par la tomate qui va en effet Ok. être appréhendé directement par la conscience. Ouais. Voilà. Donc, comme c'est pas simultané, évidemment, c'est pas une même entité. Exactement, bravo. D'accord, d'accord, C'est tout à fait d'accord. ça. C'est tout à fait ça, bravo. Alors que chez les Chittamatra, il y a une fausse apparence d'existence extérieure. Ça, vous l'avez bien compris. Les Oui. Chittamatra disent qu'il n'y a pas d'objet extérieur à la conscience. Donc, ils prennent ce fameux exemple du rêve, où on rêve d'un éléphant rose, par exemple.
l'apparence de l'éléphant rose et la conscience qui rêve de cet éléphant rose sont simultanées nécessairement. Mhm. Ouais, puisque la- l'hallucination de l'éléphant rose se manifeste dans la conscience. Ouais. Donc, ça veut dire que cette conscience qui rêve de ça et le rêve lui-même sont simultanés, sont une même entité. Ouais. Ils Mhm. ne peuvent pas exister l'un avant l'autre. Donc, chez les titamatins, la tomate n'est pas un objet externe et il n'y a pas de relation causale entre la tomate et la conscience qui l'appréhende. Ouais. La tomate n'est pas la condition objectale de la conscience visuelle qui l'appréhende. Donc c'est pour ça que les titamatins ne vont pas dire miken, ils ne vont pas dire la condition objectale, ils vont dire miul, l'objet observé. Mhm. Ils ne pourront pas dire condition objectale parce qu'une condition c'est une cause et ça doit préexister à son effet. Donc eux ne sont pas prêts à l'accepter. Ouais, ça va? Oui, oui. Ouais. Bravo! La tomate n'est pas la condition objectale de la conscience visuelle qui l'appréhende. La tomate et la conscience visuelle étant simultanées, elles ne peuvent être qu'une même entité. Ouais, Parce qu'il part du principe que tout vient de l'esprit. exactement. Mhm. Tout vient de l'esprit et Donc il n'y a pas que, d'objet externe. Ok, Mhm. d'accord. Exactement, il n'y a pas d'objet externe. Ça veut dire que, comme on va le voir, il va y avoir des graines qui germent, etc., etc. Oui, 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 tout à fait. Ici, c'est une petite erreur. C'est pas une même entité, c'est lié par la même entité. Donc ça, on va zapper. Ok, très bien. C'est parce Donc que... une même entité, une même nature ou une même essence, c'est équivalent en fait. Hein. Mhm. Entité, c'est Mo, nature, c'est Rangshin, et essence, c'est Dagni en tibétain. Et donc ces trois sont équivalents, sont même synonymes. Mhm. Et donc là, vous avez une graine qui germe, et vous avez en même temps l'objet et le sujet qui apparaissent, comme les deux oreillons d'une pousse. Ouais. Donc ça veut dire que vous n'avez pas un oreillon qui naîtrait avant l'autre. Vous avez nécessairement l'objet et le sujet qui naissent en même temps à partir d'une même graine. Et donc, Ouais. ils sont simultanés. Ok, très bien. Ok. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe dans la conscience d'un individu, c'est que en continu, au fil du temps, d'innombrables graines germent. Ouais, donc des graines comment dire, de similarité, des graines du soi, des graines de l'ignorance, des graines des afflictions. Il y a tout qui se manifeste. Ouais. Donc là, vous avez par exemple deux continuums, vous avez deux plates-bandes qui sont deux continuums de conscience avec des graines qui germent, etc., etc. Et il arrive parfois que des graines de type similaire, qui soient communes aux deux, germent en même temps. C'est pour ça deux personnes peuvent appréhender la même maison, par exemple. Mhm. Ouais. Donc si Ouais. c'était des univers hermétiques, personne ne pourrait communiquer avec personne. On serait chacun dans son univers solipsiste, etc. Mais ce n'est pas le cas. Il y a quand même des rêves communs, des rêves partagés, qui Ouais. font qu'il y a possibilité de communiquer d'une personne à l'autre, etc., etc. Ok, donc il y a comment dire, un gap, comme dans le métro anglais ou dans le métro indien, Ouais. et dans tous les métros d'ailleurs. Il y a un intervalle, faites attention à l'intervalle entre le marchepied et le quai, ça on l'entend à Tarbes quand on prend le train. Et donc en effet, il y a une distinction entre l'être et le paraître. Ouais, les phénomènes donnent l'apparence d'être à l'extérieur, mais ne sont pas à l'extérieur de la conscience. Ouais, ok. Donc, en effet, le paraître, c'est que les phénomènes donnent l'impression d'être des entités différentes de la conscience qui les appréhende, d'être des objets externes, alors que leur véritable mode d'être, c'est d'être une même nature avec la conscience qui les appréhende, tout simplement. Ouais. Donc, c'est vraiment à l'opposé. C'est vraiment à l'opposé. Donc, la conscience visuelle, par exemple, est erronée, puisque elle appréhende un objet interne comme étant externe. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu, une conscience visuelle, une conscience sensorielle en général chez les titamatins. On pourrait même dire certaines consciences mentales, les consciences mentales conceptuelles qui, elles aussi, se trompent, sont erronées. Euh, Et, pourquoi c'est pas l'inverse? La pourquoi c'est pas... conscience visuelle, par exemple, est erronée. Elle appréhende un objet externe comme étant interne. Et non, elle Ben non, l'appréhende. justement, je comprends pas là. Alors en fait, c'est un objet qui est en réalité interne et elle l'appréhende comme s'il était externe. Ouais. C'est vrai que c'est un objet qui est de la même entité avec la conscience, donc il n'est pas à Ah oui, l'extérieur. d'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle objet interne. D'accord. Exactement, ouais. Ok. D'accord. Et on le voit comme externe. D'accord. Voilà, Ok, exactement. je comprends. Ouais, super. Et donc, on a différentes graines, des empreintes qui germent, etc. Certaines engendrent l'objet, le sujet, on est d'accord.
et d'autres engendrent l'apparence externe. Donc, ce sont ces graines-là qu'il faut éliminer, bien sûr, grâce à la réalisation du non-soi, de la vacuité, du point de vue du Chittamatra. Et ensuite, on a des points de vue du texte. Bon, après, c'est pour la définition des Chittamatras, etc. Donc, c'est plus vraiment pertinent pour nous Mais pour l'instant. est-ce que je peux poser une question là? Bien sûr. Comment les Chittamatrins font-ils la différence entre l'état de veille et l'état de sommeil à ce moment-là? Alors, comment est-ce qu'ils font? Ils vont certainement parler de stabilité. Ils vont certainement parler de stabilité. Ils vont dire que la réalité de l'état de veille est plus stable que la réalité de l'état de sommeil. Et c'est un petit peu l'argument qu'il pose à Shantideva, en fait, hein, dans son 9e chapitre, euh, quand voilà, et certains disent, oui, mais l'être conscient lui-même, au contraire de l'hologramme, l'être conscient dure plus longtemps. Et Shantideva dit, donc il est prasangika, lui, il est prasangika madhyamika, donc il va dire, mais quelle est la différence entre durer longtemps et pas durer longtemps quand si un rêve devait durer très longtemps, c'est quand même du rêve. Ouais. Donc, mais malgré tout, les Chittamatras vont faire une distinction. Il y a cette stabilité, entre guillemets, parce que c'est une stabilité qui va durer le temps du samsara. Hmm. Mais une fois qu'on se réveille du samsara, il n'y a plus ce samsara, et donc il perdra sa stabilité. Mais le temps qu'il est là, il a une certaine stabilité, alors que les rêves sont complètement hallucinatoires. Et on pourrait même dire que les rêves, une autre raison, c'est que les rêves sont totalement personnels. C'est-à-dire qu'il est presque impossible que deux personnes rêvent en même temps de la même chose. Ça pourrait, à la rigueur, avec les coïncidences, avec les causes et conditions, arriver. Mais c'est dans l'immense majorité des cas, c'est impossible. Ouais. Alors que le rêve non conventionnel, qui est la réalité vigile, dans ce cas-là, il y a des rêves communs. On rêve entre Ouais. nous, là, on est en train de rêver qu'on est des êtres humains, etc., etc. Ouais. Donc, il y aurait pour le rêve un karma uniquement personnel et puis pour l'état de veille, un karma personnel et un karma collectif, On on va pourrait dire. dire ça. On pourrait dire ça. On pourrait dire qu'il y a des graines dans ce cas-là qui sont en effet des graines qui germent et qui sont communes à plusieurs personnes et il y a des graines individuelles. Et pour le rêve, c'est le rêve du sommeil paradoxal. Là, ce serait uniquement des graines personnelles. Pourquoi pas? Hmm, hmm. Ce serait une façon d'expliquer la différence. Ah, c'est une Ouais. expérience collective. Hein, pardon, Bernard? Quand je dis c'est une expérience collective. Oui, exactement. Oui, mais c'est une expérience collective. S'il n'y a pas d'objet externe, il faut bien qu'il y ait un système karmique commun, à l'espèce au moins. Oui, Une espèce Ah de ben évidemment, synchronicité. c'est des graines communes. C'est des graines communes dans le cas de, bien sûr. exactement. Une En forme plus, elles surgissent en même temps. Si tu es trois personnes à avoir la même maison, ces graines surgissent en même temps. Donc, qu'est-ce qui stimule cette mêmeté de perceptive, Et on même dire si tu as les graines? ouais. Et on va dire que Il ça n'y a vient du pas passé. d'objet. Hein? Ouais, mais On va dire que enfin, ça c'est vient quand du même passé. bizarre. Ouais. On va Moi, dire je que trouve ça très bizarre. ouais. Ils vont dire quoi? J'ai pas entendu. Comment ils vont dire, Jinpa? Ils vont dire que ça vient du passé et que par le passé, on a déjà partagé des choses communes et donc là, on ne fait que répéter d'autres choses communes parce qu'on a déjà partagé en commun des choses. Mais on pourrait leur dire, oui, mais tous les êtres ont partagé des choses communes. Pourquoi est-ce que soudainement, on n'aurait pas un poisson qui apparaîtrait là et qui, qui Bah oui, bah oui. partagerait cette réunion Skype? Puisque s'il a partagé des choses communes par le passé avec nous, pourquoi est-ce qu'il ne les a pas maintenant? Donc en effet, C'est vous pouvez défendre. étonnant. C'est étonnant. Ouais. C'est étonnant. Oui, C'est ce que parce dit que Augustin. si on voit des choses qui n'existaient pas du tout, comme des fusées, peut-être que ça existait par le passé, mais ou alors c'est des graines futures. Oui. Oui, quand on appréhende un objet totalement nouveau, dans ce cas-là, les Chittamatrins diront, est-ce que c'est vraiment totalement nouveau ou est-ce que c'est juste une réorganisation de ce qui existait par le passé? Hmm. Par exemple, on pourrait C'est dire, c'est des graines de prémonition, alors oui, c'est pas. ouais, ou tout simplement Peut-être des que le temps, oui, Ou des graines le temps, karmiques ça veut pas dire anciennes. grand-chose. Mais oui, c'est très difficile moi je trouve, enfin comme ça à mon niveau, parce que je suppose que leur système tient debout quand même. Mais oui. comme ça à mon niveau, c'est très difficile à accepter, quoi, enfin à comprendre.
Et puis, n'oublions pas qu'il n'y a pas que l'histoire des graines, il y a aussi les concepts. Hein. Ça veut dire qu'un physicien chitamatrin peut tout à fait découvrir une loi nouvelle, etc., en fonction de ces concepts aussi. C'est-à-dire que le chitamatrin n'est pas totalement passif dans le sens où il n'y a que des graines qui germent et rien d'autre. En fait, les concepts naissent de graines aussi pour eux, c'est ce qu'ils vont dire d'une certaine manière. Mais malgré tout, on peut quand même agir sur nos concepts et inventer un nouveau truc en fonction de ce qui existait auparavant, etc. Il y a ça aussi. Oui, heureusement qu'on ne fait pas que subir. Oui, on est aussi dans le libre arbitre à faire des choix. Exactement. Ouais. C'est la sagesse là qui aide à faire des choix. Tout à fait, exactement. Sinon, ce serait le déterminisme absolu et donc on ne ferait que faire germer des graines issues du passé sans avoir aucun pouvoir dessus, en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, ils ont quand même cette faculté d'imaginer et d'imputer des natures imaginaires, etc. Et peut-être qu'à force de se familiariser avec certaines natures imaginaires, ça peut engendrer des graines dans la conscience qui vont faire naître cette perception d'une fusée qui a été conceptualisée par le passé. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Très bien, ok. Et donc, on était arrivé à la page 114, je crois, non? Même 115. On est en haut de la page 115. Ah oui, L'histoire de la carafe. Oui, exactement. L'histoire de la carafe. Quand tous les Bouddhas obtiennent l'éveil, il n'y a plus de carafe. Il n'y a plus personne pour donner à boire. Ok. Très bien, donc 115. Et Yogacara, dit l'étudiant, disent que les objets extérieurs n'existent pas du tout. C'est difficile à croire. Ah bon? Parce que même si l'explication est intéressante, on dirait que l'objet extérieur est nié. Oui, dit Geshe-Dreyfus, mais cela, c'est votre ignorance. C'est comme si vous disiez oui, la doctrine du non-soi est intéressante, mais il y a quelque chose qui est nié, le soi. Et donc, c'est gênant, c'est choquant, parce qu'en tant qu'être ordinaire, le soi existe, pour nous, en tant qu'être ordinaire, alors qu'en réalité, n'existe pas. Le soi inhérent, je veux dire, ou le soi véritable, etc., ou autosuffisant et substantiel pour les chitamatras. Très bien. Donc l'étudiant dit oui, mais là, ce n'est pas seulement le soi, c'est ça, en montrant la carafe. Et donc, Geshe-Dreyfus dit oui, c'est ça, c'est là. Et quand on est dans un rêve, on a l'impression que le truc est vraiment là, en face de nous, de toute façon. Donc l'étudiant dit on est plus habitué au prasangika, où il reste à la fin quelque chose. Donc quand on écrit prasangika, il n'y a pas nécessairement besoin du U, parce que le G est toujours guttural en sanskrit. Et en tibétain aussi d'ailleurs. Toujours guttural. On n'a pas besoin de se prendre le chou à rajouter un U, mais ça c'est juste un détail. Très bien. Donc chez les yogacaras, il y a beaucoup plus quelque chose que chez les prasangika, forcément. Les prasangika réfutent plus que les yogacaras, vous êtes d'accord? Donc chez les prasangika, il y a quelque chose, mais vous ne pouvez voir ce quelque chose qu'après avoir réalisé la vacuité. Ouais, ça vous parle ce point-là? Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a un stimulus, quelque part. De quelle nature, on ne sait pas, mais il y a un stimulus. Très bien. Donc on pourrait dire par exemple, quand M. Jourdain se rend compte qu'il parle la prose, ça veut dire qu'on lui a parlé des vers, de la versification. Ouais. Et donc il peut exclure la versification et dire ok, je parle la prose. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Là, c'est pareil pour les prasangika. On est tous en contact avec des vérités conventionnelles. Et nous sommes des vérités conventionnelles, sauf qu'on ne le réalise pas tant qu'on n'a pas éliminé l'existence ultime. Ouais. Donc là, c'est le même principe. C'est le même principe. C'est-à-dire que M. Jourdain se rend compte qu'il a toujours parlé la prose une fois qu'il exclut « Ah, mais tiens, je ne parle pas en vers ». Une fois qu'il exclut le fait de parler en vers, ouais. Ok. Et donc là, c'est la même chose. Nous avons toujours été en contact avec des vérités conventionnelles sans réaliser qu'elles étaient des vérités conventionnelles. Oui, oui. Et là, on s'en rend compte une fois qu'on exclut, qu'on a compris la vacuité d'existence ultime. Ouais, ça vous parle? Oui, oui. Bravo, c'est magnifique. C'est magnifique. Ok. Tu fais rire Bernard. C'est magnifique. Non, trouve pas? Je trouve ça magnifique. Par exemple, quand, je ne sais pas moi, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, etc., et vous revoyez cette personne dans la boulangerie. Cette personne est en train de servir du pain à la boulangerie, etc. Donc, ça veut dire que quand vous l'aviez vue dans la rue, cette personne était boulangère, mais vous ne le saviez pas. Vous le réalisez quand vous la voyez à la boulangerie en train de servir du pain. Ouais. Oui, oui. Et malgré tout, elle était déjà boulangère quand vous la voyez dans la rue.
Elle ne devient pas soudainement boulangère quand vous la voyez dans la boulangerie, ouais? Mm. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Ok. C'est magnifique. Donc, chez les Prasangika, il y a quelque chose, mais c'est une illusion parce que vous n'y avez pas accès, ou plutôt vous y avez accès, on a accès aux vérités conventionnelles, mais on n'a aucun moyen de se rendre compte, euh, de vous rendre compte que vous y avez accès à quelque chose, que vous avez accès à quelque chose. Ok. Donc il dit, en fait, on a accès aux vérités conventionnelles sans se rendre compte que nous sommes en contact avec des vérités conventionnelles, que nous sommes une vérité conventionnelle, etc., etc. Donc on peut dire que d'une certaine façon, pour les Prasangika, Madhyamika, il n'y a rien du tout et qu'on ne retrouve quelque chose que quand on a réalisé la vacuité. C'est exactement ça, ouais. À ce moment-là, on est capable de différencier existence réelle et existence nominale. Il n'y a Mhm. que une fois qu'on a entrevu ou compris un petit peu la vacuité, qu'on peut comprendre qu'en effet, une table n'existe pas de manière ultime, n'existe pas de manière absolue, n'existe pas de manière purement objective, n'existe pas de manière inhérente, intrinsèque, etc., etc. Ouais, mais elle existe. Donc, comme elle n'existe pas dans sa base d'imputation, elle n'existe pas de manière purement objective, de quelle manière existe-t-elle? De manière Allemand. conventionnelle, de manière nominale. Ouais. Mhm. Ok, très bien. Très, très bien. Mais la table n'est pas qu'un mot non plus, n'est pas qu'un nom. Ouais. C'est ce que dit Nagarjuna dans le Lokatittastavam, dans la louange au supramondain. Dans la strophe 7, il dit si le feu était le mot feu, on se brûlerait la bouche en disant feu. Ouais. Ouais. Donc le feu n'est pas le simple mot feu, sinon il n'y aurait pas besoin de briquet, il n'y aurait pas besoin je sais pas, moi, Électricité. d'électricité. Voilà, exactement. On dirait électricité, on dirait paix dans le monde, etc. Et paf, ah, ce serait génial. Mais hélas, ce n'est pas le cas. Donc ça veut dire que le phénomène existe au travers d'une simple imputation, donc qui est une simple imputation désignée en dépendance d'une base d'imputation, mais n'est pas uniquement le mot lui-même, n'est pas euh, l'imputation en tant que telle. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Donc c'est ça qu'il Oui. faut essayer de comprendre, hein, parce que sinon ce serait dangereux de dire que ce serait que le mot lui-même ou le terme lui-même. Ok. Très bien, donc là, en ce moment, on est capable de différencier existence réelle et existence nominale. Mais pour l'instant, c'est le cirage complet. Pas de problème. Là, oui, là, on voit très bien où il va en venir. C'est que, c'est qu'en effet, si on n'a pas une certaine compréhension de la vacuité, etc., on ne peut pas faire la distinction entre existence nominale, existence réelle, etc., etc. Tandis que chez les Yogacaras, vous avez dès maintenant quelque chose sur quoi vous basez la conscience. La conscience, vous retombez toujours sur vos pattes si vous acceptez la conscience qui en plus existe de manière véritable chez les Yogacaras. Et à partir de là, on peut comprendre son erreur et la corriger. Il y a quelque chose en quoi on peut se fier. Magnifique. Vous avez parlé de nature imaginaire, dit l'étudiant. L'exemple le plus important est la dualité, qui n'existe pas du tout. Ouais. C'est également le soi de la personne, qui est une non-chose complètement imaginaire, qui n'existe pas du tout. Ouais. Ce qui existe, ce sont les agrégats, qui sont de nature dépendante. Ça, on est d'accord, on peut se fier là-dessus. Il n'existe pas comme ayant la nature du soi. Le soi est imaginaire et le non-soi des agrégats, c'est leur nature parfaitement établie. Est-ce que c'est clair? Ben, c'est pas si clair que ça, parce que comment disent-ils les Cittamatras que les agrégats existent? Ils ne disent pas, l'agrégat ne peut pas exister en dehors de la conscience. Alors, ne pas exister en dehors de la conscience, est-ce que ça veut dire ne pas exister du Non, tout? non, ne peut pas exister en dehors de la conscience, je voulais dire, oui. Donc, comment... ah ben oui, ils ont la conscience comme agrégat qui existe, voilà. Exactement, tout à fait. Et ouais, c'est ça. Donc, ils prennent eux, ils ont un point de départ, quoi. Ils ont un point de départ, ils ont une base solide, vraiment en or massif, c'est leur conscience. La conscience doit exister de manière véritable. Et ouais. Et pas uniquement la conscience d'ailleurs, ils vont dire que toutes les natures dépendantes existent de manière véritable. Ça, c'est ce qu'on va voir dans le chapitre d'après qui est, je crois que c'est le chapitre d'après, ouais. Ou c'est dans les pages qui suivent, mais le chapitre d'après, enfin pas le chapitre, le paragraphe d'après, sur cette page 116, est capital pour comprendre ces deux types de non-soi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que
chez toutes les écoles mahayanistes autres que le Prasangika. Oui. C'est quoi ces écoles mahayanistes autres que Prasangika? Svatantrika. Svatantrika, Oui, Chittamatra et Svatantrika. Voilà, exactement. Chittamatra et Swatantrika, Madhyamaka, ouais. Donc ça c'est, et les Swatantrika sont distingués en Yogacara Swatantrika et en Sautrantika Swatantrika, ok. Donc si on prend, pas les subdivisions, mais simplement Chittamatra et Swatantrika, c'est des écoles mahayanistes, pourquoi? Parce qu'ils acceptent le non-soi de la personne et des phénomènes. Oui, elles acceptent le non-soi de la personne et en plus le non-soi des phénomènes. Exactement. Pour toutes ces écoles mahayanistes autres que Prasangika, il y a une différence de subtilité entre le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Ouais. C'est ce qui explique pour eux que le non-soi de la personne soit le voile afflictif, c'est ce qui empêche le nirvana individuel, c'est ce qui empêche la libération. Oui, c'est ce qui empêche la libération, c'est ce qui empêche l'élimination du voile afflictif. Et le soi des phénomènes, le soi des phénomènes, la conception d'un soi des phénomènes, c'est un voile cognitif, c'est ce qui empêche d'obtenir l'éveil omniscient. Ouais, ça vous parle? Oui. Ok, magnifique, ça c'est très important. Très très important. Donc ils vont dire que le voile afflictif est plus grossier, puisque c'est une saisie d'un soi autosuffisant et substantiel de la personne. Et le voile cognitif est plus subtil, c'est une saisie d'un soi des phénomènes, un soi particulier chez les Chittamatra. Ça veut dire un soi dualiste. Ouais. Ok. Chez les Prasangika, ce n'est pas du tout le cas. Chez les Prasangika, la conception d'un soi des phénomènes, la conception d'un soi inhérent des phénomènes, est aussi subtile que la conception d'un soi inhérent de la personne. Pas de niveau de subtilité. Et donc, pour les Prasangika, la conception d'un soi des phénomènes, c'est un voile afflictif. Pas un voile cognitif. Ça vous parle? Oui. Oui, excellent. Excellent. Donc, chez les Chittamatra, il y a ces niveaux grossiers et subtils du non-soi. Le non-soi de la personne est plus grossier, le non-soi des phénomènes est plus subtil. Donc, il faut se débarrasser de toute façon de ces deux types de soi, de la personne et des phénomènes, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Ça vous parle? Oui. Ok, donc ça veut dire que il faut réaliser pour eux l'absence de soi autosuffisant et substantiel de la personne pour obtenir la libération, pour éliminer le voile afflictif et réaliser la non-dualité entre les formes et la conscience, etc., entre les phénomènes et la conscience pour réaliser l'éveil omniscient. Parfait. Donc si on regarde les agrégats, on va dire les agrégats sont dénués d'un soi autosuffisant et substantiel. C'est-à-dire que le soi autosuffisant et substantiel, c'est un non-existant total. Ouais. Donc c'est un non-existant total, c'est une nature imputée, une nature imaginaire. Ouais. C'est une nature imaginaire totalement non existante. Très bien. Les agrégats, eux, existent de manière véritable. Ça, ils n'ont pas le choix, ils doivent l'accepter, parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils n'existeraient pas du tout. Donc les agrégats existent de manière véritable parce que ce sont des natures dépendantes. Ils sont produits par des causes et des conditions, ils sont dépendants de causes et de conditions. Donc les agrégats sont des natures dépendantes et le soi autosuffisant et substantiel, c'est une nature parfaitement imaginaire. L'absence de ce soi autosuffisant et substantiel dans les agrégats, c'est la nature parfaitement établie de ces agrégats. Ouais, c'est la vacuité des agrégats, la vacuité d'un soi de la personne des agrégats. Ouais. Ouais. Ok. On peut revenir 2 secondes sur les Prasangika. On est d'accord que pour eux, ils ne font plus de distinction entre quelque chose de subtil et de grossier. Sont subtils les deux, le non-soi de la personne et le non-soi des phénomènes. Oui, quand on parle du non-soi subtil pour les Prasangika, parce qu'ils acceptent un non-soi de la personne qui soit grossier. Ils acceptent, pour eux, le soi autosuffisant et substantiel de la personne, c'est un soi grossier, qu'il faut éliminer aussi, bien sûr. Mais pour eux, le soi subtil de la personne, c'est un soi inhérent. Ouais. Donc le non-soi subtil, c'est l'absence de soi inhérent de la personne. Ouais. D'accord. Et les deux, est-ce qu'ils font la distinction entre les voiles affectifs et les voiles cognitifs, du coup? Oui. Et les voiles cognitifs, c'est ceux que l'on élimine complètement à la 8e terre? Oui, exactement, à partir du 8e. D'accord. Et les voiles affectifs, c'est ce qu'on élimine complètement quand on a réalisé la sagesse. Exactement. La vacuité des phénomènes et de la personne. Voilà, exactement. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc quand ils arrivent au 8e bhumi, c'est-à-dire qu'ils ont éliminé le voile afflictif, ils ont éliminé la saisie d'un soi inhérent de la personne et des phénomènes. Ouais. Oui, oui.
Et donc, ils ont éliminé cette saisie et ces graines. Donc, ça veut dire que ça ne germera plus, c'est terminé. Ouais. Donc, à partir du 8e bhumi, la seconde partie du 8e bhumi, le 9e bhumi, 10e bhumi, ils éliminent le voile cognitif. C'est plus la saisie du soi inhérent, ou c'est plus les afflictions et leurs graines, ce sont les empreintes. Oui, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que ce sont des graines qui ne peuvent plus germer, on peut dire ça comme ça. C'est ce que dit le vénérable Geshe Dandul. Il dit que des empreintes, ce sont des graines qui peuvent germer. Non, pardon. Les empreintes, ce sont des graines qui ne peuvent pas germer. Et les graines, ce sont des empreintes qui peuvent germer. Oui. D'une certaine manière. Mais les Chittamatras, eux aussi, comme ils sont des mahayanistes, donc ils ont aussi cette notion de bodhisattva. Oui. Ils ont aussi cette notion donc, des 5 chemins et des 10 terres. Oui. Donc eux aussi, ils disent qu'on a complètement éradiqué donc, ces dernières empreintes qui restent. À la 8e terre aussi, ils adhèrent à cela? Normalement, je crois que oui. Ça doit être dans les textes de la Madhyetsumpa. Il me semble que oui. Parce qu'ils ont une présentation assez similaire au Prasangika de ce point de vue-là. Les Swatantrika, par contre, non. Ils vont dire que le voile afflictif et le voile cognitif sont éliminés en même temps et sont totalement éliminés à l'état de Bouddha. Il n'y en a pas un qui soit éliminé avant l'autre. Mais normalement, les Chittamatras acceptent ça, acceptent le point de vue des Prasangika. Vers le 8e bhumi, etc., 8e, 9e, 10e, etc., normalement, il n'y a plus... il n'y a plus la conception de la personne autosuffisante et substantielle. Qu'est-ce qu'ils doivent éliminer dans ce cas-là, les bodhisattvas? La saisie d'un soi des phénomènes. Ouais. Pour les Chittamatras. Oui. Et comme on l'a dit, les Chittamatras considèrent que le soi autosuffisant et substantiel de la personne, c'est un voile afflictif. Ouais. Et le grossier. Soi, exactement. Et le soi, la dualité, sujet-objet, ça fait partie du voile cognitif. Ouais. Et donc ça, c'est ce qui est enlevé. Très bien, excellent. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Bravo, bravo. Ça va jusqu'à maintenant? Oui. Très bien. Ça, c'est super. Donc là, il va en reparler dans ce fameux paragraphe. Il dit, on a donc 2 façons d'expliquer les 3 natures, soit par rapport à la personne, le soi de la personne, soit par rapport au soi des phénomènes. Les 3 natures par rapport au non-soi de la personne et les 3 natures par rapport au non-soi des phénomènes. Les 3 natures du point de vue du non-soi de la personne. La nature dépendante, ce sont les agrégats qui n'existent pas comme ayant la nature du soi, d'un soi autosuffisant et substantiel, mais qui sont imaginés comme tels. Ouais. Donc, quand on voit des agrégats, on voit une personne, etc., on a l'impression qu'on pourrait voir cette personne sans dépendre des agrégats, comme si on se dit « Ah oui, mais j'ai vu un tel, j'ai vu la boulangère, etc., etc. » Comme si elle ne dépendait pas de ces agrégats, comme si elle était autonome des agrégats par rapport aux agrégats, alors qu'il n'y a pas du tout un tel soi. Ok. Donc la nature imaginaire, c'est le soi que l'on imagine comme étant la nature des agrégats. C'est également le fait que les objets extérieurs sont objets d'appropriation de ce soi. Ouais. Ça, on l'a déjà vu chez les Sautrantika. Chez les Sautrantika, tout ce qui existe est nécessairement un non-soi. Ouais. Oui. Un non-soi de la personne. C'est-à-dire que pour les Sautrantika, une table est un non-soi personnel. Oui. Parce que comme il n'y a pas de moi autosuffisant et substantiel, il n'y a pas d'objet expérimenté par ce soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Ça vous parle? Oui. Parfait. Donc cette table est un non-soi personnel, parce qu'elle n'est pas l'objet d'usage, l'objet expérimenté d'un soi autosuffisant et substantiel. Donc c'est ce que vont dire les Chittamatras aussi. Les Chittamatras vont dire que les tables, les choses, tout ce qui est autre que la personne est un non-soi personnel dans le sens où ce n'est pas l'objet d'usage, l'objet appréhendé par un soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Ils vont dire que toutes ces mêmes choses, ces tables, etc., sont un non-soi phénoménal, des phénomènes, s'ils parlent de la non-dualité. D'accord. Ouais. Donc si on parle de la non-dualité, c'est nécessairement, ça concerne le non-soi des phénomènes. Et si on parle de l'absence de soi autosuffisant et substantiel, on parle nécessairement d'un non-soi personnel. Ouais. Donc ces 2 types de non-soi peuvent s'appliquer aux mêmes choses. Par exemple, une table. Oui. Une table, c'est pour les Chittamatras, c'est un non-soi personnel si on a à l'esprit l'absence de soi autosuffisant et substantiel. Et c'est un non-soi des phénomènes si on a à l'esprit l'absence de dualité. Ouais. Ouais. Bravo, bravo. Ça, c'est capital.
Capital, parce que c'est là où on comprend que ce n'est pas nécessairement la base qualifiée par un non-soi ou un autre qui va faire la différence, c'est le niveau de subtilité du non-soi qui va faire la différence. Ouais. Ouais. Bravo, bravo. Ok. Donc les objets extérieurs, donc c'est également le fait que les objets extérieurs sont objets d'appropriation de ce soi. Cela, nous l'imaginons, nous le vivons, mais cela n'existe pas. Donc ce soi est le fait que les objets soient appropriation de ce soi. Quoi? Attends. Donc ce soi et le fait que les objets soient appropriation de ce soi sont imaginaires. D'accord. Donc, le soi de la personne, le soi autosuffisant et substantiel de la personne, c'est une nature imputée, comme on l'a dit, c'est une nature imaginaire, c'est un non-existant total. Ouais. Le parfaitement établi, donc la nature parfaitement établie, c'est le fait que les agrégats n'existent pas comme ayant la nature du soi. Oui. La nature parfaitement établie des agrégats, c'est leur absence de soi autosuffisant et substantiel. C'est ça que ça veut dire. Il y a simple absence du soi ou simple absence du fait que les objets soient objets d'appropriation de ce soi. Ouais. Oui. Donc là, c'est l'explication des trois natures, tout simplement, du point de vue Cittàmata. Et du point de vue du non-soi de la personne, c'est ainsi que s'établissent ces trois natures. Ok. Donc si on parle des trois natures, quand on parle de la nature parfaitement établie, ça veut dire une vacuité, un non-soi, ouais. Donc ça veut dire que soit on parle d'un non-soi de la personne, soit on parle d'un non-soi des phénomènes. Et du point de vue du fait que la nature parfaitement établie, c'est une absence totale de soit de la personne, soit des phénomènes, ça reste une nature parfaitement établie d'une manière ou d'une autre. Ouais. Oui. Donc quand on dit les agrégats sont saisis comme étant la personne autosuffisante et substantielle ou comme ayant la nature d'une personne autosuffisante et substantielle, les agrégats eux-mêmes sont des natures dépendantes puisqu'ils existent et sont impermanents. Ouais. Très bien. Le soi autosuffisant et substantiel lui-même, c'est une nature imaginaire. Et donc l'absence de cette nature imaginaire dans ces natures dépendantes que sont les agrégats, c'est leur nature parfaitement établie. Ouais? Oui. Non, moi j'ai pas compris. Alors, on pourrait dire que, par exemple, un jus de fruits sans sucre ajouté. On va prendre un jus de fruits sans sucre ajouté. Donc le sucre ajouté, c'est une nature dépendante, parfaitement établie, ou une nature imaginaire? C'est une nature imaginaire. C'est une nature imaginaire, c'est un non-existant total, ouais. Oh. Très bien. Le jus de fruits lui-même, c'est quoi? Une nature dépendante, une nature dépendante. Très bien. L'absence de la nature imaginaire qui est le sucre ajouté dans le jus de fruits, c'est quoi? C'est sa nature parfaitement établie. Oui, alors, oui, d'accord. Ouais. C'est sa nature parfaitement établie. C'est la vacuité de sucre ajouté dans le jus de fruits qui est sa nature parfaitement établie. C'est comme ça qu'on va dire. Donc, l'absence de soi autosuffisant dans les agrégats qui, eux, sont des natures dépendantes, l'absence de ce soi autosuffisant et substantiel qui est une nature imaginaire dans les natures dépendantes, c'est leur nature parfaitement établie. C'est pareil. Ouais? Ça joue? C'est l'absence de nature imaginaire dans les phénomènes, enfin dans les natures dépendantes, qui est le phénomène, qui est la nature parfaitement établie. Voilà, exactement. Et c'est l'absence d'une nature imaginaire spécifique. Hein. Dans ce cas-là, c'est leur vacuité d'un soi autosuffisant et substantiel ou leur vacuité de dualité, etc. Donc c'est une absence d'une nature imaginaire particulière qui est un non-existant total. Qui est un soi qui fait obstacle à la libération ou un soi qui fait obstacle à l'éveil, etc., etc. Ouais. Bravo, bravo. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc essayez de bien garder ça à l'esprit parce que là, il va parler de la même chose, mais avec le soi des phénomènes. Ok. Donc du point de vue du non-soi des phénomènes, les objets qui sont produits en dépendance de causes et de conditions, c'est la nature dépendante, on est d'accord. Ces objets n'existent pas séparément de la conscience, mais sont imaginés comme tels. Ouais. Cette séparation, cette dualité entre le sujet percevant et l'objet perçu, c'est l'imaginaire. C'est la nature totalement imputée qui n'a jamais existé. Ça veut dire la dualité, tout simplement. Cette dualité, sujet-objet, n'a jamais existé chez les Cittàmata. Et donc, ça veut dire que c'est simplement une nature imputée totalement non existante. Cet imaginaire n'existe pas, ouais. Les objets appartenant à la nature dépendante n'ont pas cette nature imaginaire. Et la simple absence de cette séparation, de cette dualité, sujet-objet,
c'est la vacuité, c'est le parfaitement établi. Ouais. Nous avons ainsi les trois natures du point de vue du non-soi des phénomènes. Est-ce que ça vous parle? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'avec les prasangika, la nature imaginaire, ils n'auront plus besoin de l'expliquer. Eux, j'ai l'impression qu'ils vont plus parler de relation, par exemple, une relation causale, donc de cause et de condition, une relation en dépendant de ses parties, et puis après, le non-soi. Oui. Alors oui, On peut dire ça un peu comme ça ou pas? on pourrait dire que, ok, pour les prasangika, si on parle de, de l'existence dépendante, on pourrait Pardon, dire, c'est pas la vacuité. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment en dépendance d'une simple imputation, d'une simple nomination, une existence nominale. exactement, tout à fait. Et est-ce qu'on peut même dire qu'au final du final, eux, ils ne pensent qu'à une seule nature, c'est l'existence nominale? Oui, on pourrait dire ça, on pourrait dire ça. On pourrait aussi dire que les prasangika interprètent ces trois natures du point de vue de l'absence d'existence inhérente. Ouais. On va dire par exemple, Oui. si on prend une table, ça pourrait très bien être accepté comme étant une nature dépendante parce qu'elle dépend de causes et de conditions. Ouais. Mhm. Très bien. Et donc, l'existence inhérente de cette table, ça, c'est totalement hallucinatoire. C'est une nature Mhm. totalement imaginaire. Ouais. Très bien. L'absence d'existence inhérente de la table, c'est sa vacuité d'existence inhérente. On est Oui. d'accord. Donc, c'est Oui. sa nature parfaitement établie. Donc, on pourrait le comprendre du point de vue prasangika aussi, ce que dit le Chittamatra. Mais il faut aller à un niveau plus subtil. Il faut aller jusqu'à éliminer même l'existence inhérente. Ouais. Oui. Oui. Mm. Et donc, en effet, comme tu le dis, les prasangika vont le prouver, ça, le fait que la table n'existe pas de manière inhérente, grâce au raisonnement roi de l'existence dépendante. Ils peuvent le prouver avec d'autres raisonnements. Ils ont des raisonnements multiples et variés, mais c'est vrai que le raisonnement roi de l'existence dépendante non seulement réfute l'absolutisme, l'existence inhérente, mais aussi réfute le nihilisme. Parce qu'on va dire ça, c'est un existant dépendant. Ouais. Mm. Et donc, l'existence dépendante va pouvoir c'est ce qui va pouvoir démontrer la voie médiane, le juste milieu entre l'absolutisme et le nihilisme. Mm. Ouais. Mm. Mm. Donc après, dépendant de quoi, c'est là où il faut analyser, parce que si on s'arrête à la production dépendante, à la causalité, dans ce cas-là, ça impliquerait que les permanents seraient absolus, par exemple. Oui. Mm. Parce que les permanents ne dépendent pas de cause et de condition. Oui. Ouais. Mais ils dépendent d'autre chose. Donc ça, il faut pouvoir le démontrer aussi. Ouais. Oui. Mais Ok. la nature dépendante des Cittamatrins, c'est pas la même chose que la nature dépendante des Prasangika. Alors il y a une différence, en effet, parce que les Chittamatra considèrent qu'une nature dépendante existe véritablement. Ouais. Il y a une similitude dans le sens où les Chittamatrins disent qu'une nature dépendante est fausse. Les Prasangika vont dire la même chose, une nature dépendante est fausse parce qu'elle donne l'impression d'exister de manière inhérente alors qu'elle n'existe pas de manière inhérente. Les Chittamatrins diront une nature dépendante comme la table, si on parle du non-soi des phénomènes, vont dire la table est une nature dépendante, elle est fausse. Pourquoi? Parce qu'elle donne l'apparence d'exister à l'extérieur alors Ouais. qu'elle n'existe pas à l'extérieur. Ouais. Mais la Mais différence, c'est que les Chittamatrins considèrent que les natures dépendantes ont une existence véritable, alors que les Prasangika disent non, il n'y a pas d'existence véritable du tout. l'existence véritable, pourquoi alors? Puisqu'elle dépend de la conscience qu'il a. Elle dépend de la graine qui germe en même temps que la conscience. Oui. Dépendante de quoi? De la graine alors? Elle dépend de la graine, elle dépend aussi, bien sûr, de l'objet du sujet qu'il apprend, parce que sans sujet, il n'y a pas d'objet. Donc, ça veut Oui, dire que mais les puisque deux le ont... sujet et l'objet naissent en même temps, ça dépend. Ils sont aussi dépendants l'un que l'autre de la germination de la graine, j'allais dire. Exactement, exactement. C'est pour ça qu'à un moment donné, Geshe-Dreyfus dit que la vacuité de l'esprit, chez les Chittamatrins, c'est aussi cette absence de dualité. C'est-à-dire que l'esprit est autant dépendant de l'objet que l'objet est dépendant Ah, du sujet, parce que les deux sont une même entité. Ouais. oui. Mais en plus, ce sont des natures dépendantes parce qu'ils sont nés de causes et de conditions. Ouais. Mais chez les Chittamatrins, naître de causes et de conditions ne réfute pas l'existence véritable, au contraire des Eh oui, Prasangika. c'est ça. Oui. Ouais. Chez les Prasangika, vous vous souvenez, l'autre jour, on avait cité l'Anavatapta Naga Raja Paripricha Sutra, qui disait il dit ce qui est né de causes et de conditions n'est pas né. Oui, Ici, il n'y a pas de production en soi, il n'y a pas de naissance inhérente. Oui. oui. C'est ce que disent les Prasangika. Les Prasangika disent tout ce qui naît de causes et de conditions n'est pas vraiment né, n'est pas véritablement né, n'est pas intrinsèquement né, puisque ça dépend
Ouais. Alors que les autres écoles ne sont pas prêtes à accepter ça. Pour les autres écoles, ce qui n'existe pas de manière véritable, soit ce serait une nature imaginaire, une nature imputée qu'un phénomène permanent, par exemple, soit ça n'existerait pas du tout. Donc, Ah, prête. merci Jordan, à bientôt. Et ils disent qu'une nature dépendante, si une nature dépendante n'existait pas véritablement, elle n'existerait pas du tout. Il faut qu'une nature dépendante existe véritablement. Ça, j'arrive pas à le comprendre. Alors, C'est-à-dire que s'ils cherchent la nature dépendante, ils doivent la trouver quelque part. Ils vont trouver la table dans sa forme, par exemple, dans sa forme, dans l'ensemble des parties, par exemple. Ouais. mais la table, elle reste une nature imaginaire au sens où elle est pas duel avec la conscience. La table ne peut pas être une nature imaginaire. La dualité de la table et de la conscience est une nature imaginaire, ouais. Ah, la dualité est une nature imaginaire. Oui. C'est la dualité qui est une La nature. dualité, ouais. Et la table, alors sa nature parfaitement établie, c'est qu'elle est dénuée de cette nature imaginaire. Oui, très bien. D'accord. Mais comment ils disent que la table existe véritablement? C'est ça que je ne comprends pas. Quel est leur critère d'existence véritable? Alors pour eux, le critère d'existence véritable, c'est que si on cherche le phénomène en question, on doit pouvoir le trouver quelque part. Et on le trouve dans la conscience alors. On doit pouvoir le trouver en effet dans la conscience, on doit pouvoir le trouver comme étant, comment dire, comme étant, comme étant l'ensemble des parties, etc. Un petit peu comme font les Swatantrika. Les Swatantrika, ils acceptent une existence véritable aussi. Pourquoi? Parce que s'ils cherchent la table, ils vont la trouver dans ses parties. Et donc pour eux, c'est pas une analyse ultime, c'est encore une analyse conventionnelle. Et donc ils vont dire, bah, la table, c'est l'ensemble des parties, etc. Ouais. Et donc ils vont dire, ça, c'est une existence inhérente conventionnellement. Ouais. Oui, oui, Les ils acceptent Swatantrika, l'existence inhérente conventionnelle, ça oui. donc pour Mais les pour les Prasangika, citoyens, je cette comprends. existence inhérente conventionnelle est une existence véritable, ouais, pour les Prasangika. Bien sûr, pour les Oui, Swatantrika, ils disent non, c'est pas une existence véritable, c'est une existence simplement inhérente conventionnelle parce qu'on doit la trouver dans ses parties. oui. Et tu disais quelque Ça, chose. mais j'ai pas compris pour les Cittamatrins leur existence véritable de la table. Oui, Puisque la table, elle est coproduite avec la conscience. oui. Certes, elle n'est pas de la nature de la conscience, ça je le comprends, mais C'est une nature de la conscience pour les hein, Chitta. elle est de la nature de la conscience. Elle est d'une même entité substantielle avec la conscience. Ouais. Une même entité substantielle, mais ça n'est pas de la conscience. Ce n'est pas de la conscience. Voilà. Donc, ils disent c'est un phénomène, c'est une nature dépendante. Oui. Mais là où je ne comprends pas, c'est quand ils disent existe véritablement. Oui. Ça existe Puisqu'elle véritablement. Oui. Alors, puisqu'elle est coproduite par la conscience, elle est coproduite avec la conscience, comment ils lui trouvent une existence véritable? en fait, ça ne les gêne pas du tout. Hein. Ça ne les gêne pas aux Mieux, entournures. Hein. ça me... C'est comme, c'est comme les Sotrantika. Les Sotrantika, un phénomène impermanent comme une table, est une vérité ultime, a ultimement la capacité d'opérer une fonction, parce que si ça ne l'avait pas, ça n'existerait pas du tout, en fait. Si un impermanent n'existait pas de manière ultime, ça n'existerait pas du tout. Il faut que pour eux, un impermanent existe de manière ultime, sinon ça n'existerait pas. Ça, je l'ai compris. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'existence véritable des Cittamatrins. Je ne comprends pas comment ils la définissent. Oui. Donc, ils vont dire que si on cherche le truc, on doit pouvoir trouver quelque chose. Ouais. On doit pouvoir trouver quelque chose. Non, je crois qu'il y a une explication de Geshe Dreyfus dans un autre texte que je crois que vous avez, qui est présentation école Madhyamaka et présentation des autres écoles, qui hélas n'est plus édité, mais je crois que vous en avez un exemplaire. À un moment donné, il parle du Cittamatrā. Essayez de relire ce passage-là. Normalement, il en parle d'une manière assez très très bien. Donc, il parle de nature intrinsèque, etc., etc., et de nature véritable. Je ne sais plus exactement les mots qui sont choisis dans cet autre enseignement qu'il a donné. Mais normalement, il y a une explication par rapport à ça. Et en effet, quand on lit certains textes comme le Lekshe Ningpo, par exemple, de la Tsongkhapa, ou le Tongtun Chenmo de Kedugje, il y a aussi cette mention comme quoi, pour les Cittamatrins, il n'y a pas de nature propre. Ça veut dire qu'une nature dépendante n'est pas une nature propre. Pourquoi? Parce qu'elle dépend.
Donc, ils sont d'accord pour réfuter la nature propre, mais ils doivent accepter la nature véritable. Donc, ils font une distinction entre nature propre et nature véritable. Ouais, bah, c'est pas gagné. Non, non, c'est pas, moi, j'arrive pas à me représenter cet état d'existence véritable d'un phénomène. Alors, phénomène, c'est pareil, on ne prend pas phénomène au sens existant, qui est coproduit par la conscience. Oui. Oui, parce que en fait, s'ils regardent et ils vont dire, OK, la table donne l'apparence d'existence extérieure, elle n'a pas d'existence extérieure, on est d'accord, elle est d'une même entité avec la conscience. Qu'est-ce qui est vraiment la table? Ils vont dire, c'est une forme. Et donc, cette forme, elle existe en dépendance de quoi? Des parties de la forme. Mm. Et donc, ils vont dire, les parties de la forme sont cette forme-là. Et donc, ça veut dire que ça a une existence véritable, ça veut dire que ça doit pouvoir être trouvé à l'issue d'une recherche. Alors, quelle est la nature de la graine? Ce n'est pas que de la conscience, alors. Alors, une graine, c'est quoi? Entre conscience, C'est matière. un facteur composé non associé, je crois. Exactement. C'est un composé non associé, donc c'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. Ouais. Ça veut dire que dans cette germination, il y a d'un côté la forme, enfin, si on parle de visuel, et de l'autre côté la conscience. C'est-à-dire qu'il y a le potentiel des deux dans la graine. Ouais. Et ça pose question. Comment est-ce qu'un composé non associé qui n'est ni forme ni conscience peut être la cause substantielle de la forme et de la conscience? Et de la forme et de la conscience. Ouais. Ça pose question. Ça pose déjà question chez les Sautrantika, quand ils disent qu'on s'endort, où va la conscience visuelle? La conscience visuelle est une potentialité dans ce cas-là. Par exemple, si on prend la conscience visuelle, c'est un potentiel, c'est sous forme de graines, de potentiel, etc. Donc c'est un composé non associé. C'est-à-dire que la conscience visuelle est la cause substantielle de la graine, du composé non associé que ça va engendrer au moment du sommeil. Et quand on se réveille, ce composé non associé donne une conscience. Et la cause substantielle d'une conscience. Donc ce qui n'est pas conscience est la cause substantielle d'une conscience. Oui, c'est ça, ce qui n'est pas possible dans le. Enfin, qui n'est pas possible. Ça contredit Acharya Dharmakirti qui dit Nam Shimim Ba Nam Sheki Nyal Mimbe Che Yang Rup. Ce qui n'est pas de la conscience ne peut pas être la cause substantielle de la La conscience. conscience, voilà. Ouais. Donc, c'est vrai que Vénérable Geshe Gensen, lui, il interprète en disant ce qui n'est pas de la conscience et qui serait de la forme ne peut pas être la cause substantielle de la conscience. On est d'accord? Mhm. Ça voudrait dire qu'un composé non associé pourrait être la cause substantielle d'une conscience, pourrait lui-même n'être ni forme ni conscience, il est impermanent, il n'est ni forme ni conscience, et l'instant d'après, il se transforme en conscience. Ça pose problème. Ça pose problème déjà chez les Sautrantika. Chez les Chittamatra, ça pose un autre problème, c'est qu'une graine qui est un composé non associé, non seulement est la cause substantielle d'une conscience, mais aussi de la forme qui va être appréhendée par la conscience. Donc un composé non associé qui n'est ni forme ni conscience est la cause substantielle d'une conscience et d'une forme. Ouais. Donc le problème est double chez eux. Voilà, il y a débat. Et là, il y a débat. Non, mais c'est vachement compliqué à comprendre leur truc. C'est là où on voit qu'en effet, à un moment donné, il faut certainement passer au Madhyamaka. Peut-être que par degré, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on ne va pas totalement lâcher tout ce que disent les yogacharas. Donc on pourra être yogachara, soit tantrika, madhyamika. Puis après, on pourra peut-être laisser tomber cette question de la dualité, la non-dualité, etc. et passer ensuite au prasangika, pourquoi pas. Donc c'est là où il y a des échelons, en effet, dans ces vues-là. C'est intéressant. En tout cas, bravo, bravo, c'est magnifique. Et on essaiera de creuser le sujet la prochaine fois. J'essaierai de retrouver ces mentions du Tongtun Chenmo de Akeluje, où il fait cette distinction entre nature propre et nature véritable, ou existence propre et existence véritable. Et si vous pouvez regarder dans ce transcrit des enseignements de Geshe Dreyfus sur l'école Madhyamaka, et comme ça, il donne une explication par rapport à cette distinction aussi. Ouais. Merci beaucoup. Donc à vendredi prochain et à tout de suite. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup.